La journée de ce lundi 24 octobre est décrétée journée de deuil national. Au Cameroun, le pays compte ses morts et soigne ses blessés. À la base, le déraillement d'un train de la compagnie ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré, entre Yaoundé et Douala. L'effondrement d'un pont dans la nuit de jeudi à vendredi sous l'effet de la pluie a rendu plus compliqué encore l'intervention des secours. Le chef de l'État, Paul Biya, a promis que toute la lumière sera faite sur ce drame. C'était ce dimanche à son retour de vacances. Cameroun, catastrophe ferroviaire, impérieuse nécessité de situer les responsabilités. Premier débat du jour sur Angle de Vue. Ensuite, le gouvernement du Burkina Faso a affirmé avoir déjoué un vaste complot contre la sécurité de l'État que voulaient perpétrer des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré. Pourtant, elle est dissoute depuis sa tentative de coup d'État manqué en septembre 2015. Simon Compaoré, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est formel. Leur objectif était de prendre le pouvoir par les armes. Et pour ajouter encore à ce climat, un djihadiste présumé a été abattu par les forces de sécurité du pays. Burkina Faso, putsch manqué, l'ex-régiment de sécurité présidentielle, toujours une menace. La question sera posée à nos débatteurs. Second débat donc sur Angle de Vue, votre émission qui passe au crible l'actualité sur le continent africain. Voici pour commencer le flash condensé de l'actualité marquante sur le continent. En Afrique du Sud, un haut responsable du parti au pouvoir a lancé un appel ce dimanche à la démission de la direction du parti, notamment du président Jacob Zuma, à la suite de querelles à propos d'accusations contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Principale personnalité chargée de la discipline de vote de l'ANC au Parlement, Jackson Tombou explique que les mauvais résultats du parti aux dernières élections, son fractionnement, sont à l'origine de sa décision. Un djihadiste présumé qui tentait avec des complices de recruter des jeunes à Kilouine, une banlieue de Ouagadougou, pour les former dans le nord du Burkina ou à l'extérieur du pays, a été abattu dans la nuit de samedi à dimanche, selon la police. Le djihadiste présumé était à bord d'un véhicule immatriculé au Burkina avec 3 autres personnes qui ont pris la fuite et sont recherchées. Les militants djihadistes somaliens Shebab ont annoncé dimanche avoir investi la ville d'Algan dans le centre de la Somalie après le départ des troupes éthiopiennes de la force de l'Union africaine en Somalie, à Missom. Le contingent éthiopien d'Algan avait été attaqué en juin par les Shebab ralliés à Al-Qaïda. Selon des sources locales, les combats auraient fait de nombreuses victimes dans les deux camps. Cameroun, catastrophe ferroviaire impérieuse, nécessité de situer les responsabilités. Premier débat du jour sur Angle de Vue qui prend place juste après ceci. Et sur ce plateau, à mes côtés pour en parler, Aimé Tchefa, vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Face à vous, Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Ronla, bonjour. Bonjour, Johannes. Aimé Tchefa, après question pour vous. Lorsque ce genre de drame se produit, les premières minutes qui suivent sont souvent décisives dans l'optique de sauver le plus de vies humaines. Quelle est votre appréciation de la réaction des autorités camerounaises? Merci. Je voudrais dire que c'est un événement macabre, un événement funèbre que le peuple camerounais n'a jamais vécu. De mémoire d'homme, beaucoup de Camerounais ont affirmé et ont déclaré, lorsqu'ils ont été interrogés par les presses, qu'ils n'ont jamais vu autant de morts et une situation aussi pathétique. Alors, lorsqu'il y a des situations du genre qui surviennent, la première des choses, c'est d'aller au secours des victimes. Toutes sortes de secours. Secours pour pouvoir assister ceux qui ne sont pas encore morts, de ne plus mourir, pour donner les tout premiers soins aux blessés les plus graves, pour assister psychologiquement ceux qui sont en état de choc psychologique, qu'ils soient des victimes directes ou des victimes collatérales, parce que l'accident a lieu dans une région et puis des populations ont vu ce qui s'est passé. Surtout que c'était en pleine journée, à 12h50. Alors, donc beaucoup d'âmes ont été choquées
Et il faut prendre un certain nombre de dispositions. Mais figurez-vous, c'est dans l'après-midi, bien après 18 heures, que les sapeurs-pompiers et les agents de sécurité ont été dépêchés pour faire le travail. Donc, disons, un peu tardivement. Maître Alain Ronla, le ministre des Transports, a d'abord nié l'accident. Alain Edgar Mebengo a parlé d'informations malveillantes. C'est le mode de communication habituel. Et avant d'aller dans les développements, je crois que nous avons l'obligation de dire notre compassion aux personnes endeuillées, aux victimes, aux blessés, en espérant que celles qui n'ont pas encore trépassé ne trépassent point et se rétablissent le plus rapidement possible. Comme à leur habitude, les autorités gouvernementales ont tenté de nier l'évidence. Donc c'est un style habituel de nos communications pour dire qu'il ne se passe rien de grave. Et au lieu de se dépêcher dans le secours et l'assistance qui auraient pu nous épargner ou qui auraient pu nous faire l'économie de pertes en vies humaines, on a tenté de nier et puis maintenant on cache l'information, on refuse de communiquer là-dessus et on empêche même les journalistes, voire les secouristes de faire leur travail afin que les éléments impliquant par exemple les dysfonctionnements inhérents à ce genre de drame qui n'arrive jamais par hasard ne soient pas mis en relief. Donc, fort heureusement, l'information a persisté puisque les faits sont têtus et le ministre a dû se raviser pour reconnaître qu'il y a eu un drame et qu'il y a au moins une 50aine de morts, voire 70 à cette heure-ci, et plusieurs blessés, des centaines de blessés. Mais Tchefa, est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de demander la démission de ce ministre-là? Il n'y a pas que le ministre. En fait, il faut identifier les acteurs du système, situer les responsabilités. Et je crois que ça, ce n'est plus une question d'enquête, c'est de visu. Ça se voit. On n'a pas besoin de loupe pour constater cela. Et on peut situer la responsabilité. Écoutez, jeudi, il y a eu la rupture d'un pont, le pont principal qui relie Douala à Yaoundé. À partir de ce moment, nous étions pratiquement en fin de week-end, vendredi et début de week-end. À partir de ce moment, beaucoup de gens ne peuvent plus rallier Yaoundé ou ne peuvent plus rallier Douala. Alors, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Les gens ont donc décidé de prendre le train. Ce train qui, habituellement, fait 9 wagons, ils en ont ajouté 8 autres. Ça fait 17. Vous avez jamais vu ça? 17 wagons. Et chaque wagon était bondé. Alors, on n'a pas besoin d'être expert en transport et logistique pour comprendre que c'est ce qui devrait logiquement arriver parce que le poids total à charge est faussé. Le pilote, il filait un peu trop alors qu'il est doublement surchargé et que les derniers travaux sur ce réseau ferroviaire datent de 1987, pour ne pas dire 30 ans. Au total, et le dernier check-up à ce train date d'il y a 2 ans, alors que dans le réseau ferroviaire, les check-ups sont faits une fois par trimestre. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on obtienne ce que nous avons obtenu. Alors, du ministre au dernier agent de Camrail, tous en principe, non seulement devraient être relevés, mais plutôt devraient faire face à leurs responsabilités devant les tribunaux, s'expliquer, chercher les voies et moyens pour dédommager les victimes et leurs parents. Mais à l'heure là, je parlais de la responsabilité du ministre Alain Edgar Mebengo parce qu'il aurait implicitement donné son accord. Je dis bien, il aurait donné son accord pour que ces wagons-là soient augmentés. C'est-à-dire qu'il a été consulté avant qu'on augmente ces wagons-là à ce train. Le fait est là, que les wagons ont été rajoutés et surrajoutés. Le fait est là que le ministre des Transports, je ne sais pas ce qu'il fait ou ce qu'il faisait dans la vie active, n'est pas forcément expert en la matière. De la même manière que nous ne sommes pas experts pour savoir qu'un dommage est survenu, qu'un accident est arrivé et que ce train qui fait habituellement le trajet Yaoundé-Douala et qui n'a signalé aucun problème, a eu des difficultés précisément parce que la surcharge
a été rajouté. On parle de 1300 personnes à bord. 1300 personnes à bord et surtout 8 wagons rajoutés aux 8 autres habituels, 9 habituels. Donc, on a doublé la charge. Et c'est précisément ce jour que les choses se passent. La responsabilité du ministre, elle est évidente, déjà de ce chef, mais aussi dans le manque de suivi et de coordination dans la réparation du pont qui a cédé entre Yaoundé et Douala, puisqu'on le savait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a prévu une capacité d'accueil mortuaire, funèbre, pour ces différents trains. Ça fait quelques années que je ne me suis pas rendu au Cameroun, mais du temps où j'y allais, le trajet Yaoundé-Douala, mais c'était émouvant. Il y avait des accidents tous les jours et c'est inimaginable puisque c'était encore l'axe principal vers les marchés centrafricains. Donc je ne comprenais pas que cette route, qui était au moment où j'ai pu la visiter, plus étroite que la route Cotonou-Porto Novo avant l'élargissement, que le pont Cèdre d'aujourd'hui, ça n'a rien de surprenant. Donc, cette responsabilité, elle est évidente. Elle sera d'autant plus à rechercher que les secours ont tardé. Et si les secours ont tardé, j'imagine bien qu'ils ne pouvaient intervenir que par hélico. Mais les rares hélicos servaient au président de la République pour aller au Golfe. J'ai vu de mes yeux vus. Et le président était dans sa mission favorite, c'est-à-dire représentait le Cameroun en Suisse, de manière permanente d'ailleurs. Alors, cette responsabilité, à ce niveau également, devrait être recherchée. En fait, je dirais, nous verrons maintenant, le drame est là. On aurait pu sauver des vies humaines, on n'a pas pu, en raison de ce retard. On verra la conduite de Camrail, du groupe Bolloré, dans l'assistance au moins financière, c'est-à-dire l'indemnisation des nombreuses victimes. Et je pense que c'est l'occasion plus que jamais pour que nos différents responsables au sommet de l'État regardent très bien les contrats qui sont passés avec le groupe Bolloré qui fait main basse sur le transport ferroviaire revenu à la mode dans nos pays. Alors, MHFA, la première réaction du président Paul Biya a fait plus de 24 heures avant de parvenir via sa page Facebook. Certains estiment que le président ne ressent pas forcément les maux dont souffre son peuple. Non, je ne crois pas. Il est camerounais, le président Biya. Je n'ose pas croire qu'il ne ressent pas. Cependant, je crois qu'en tant que le premier des Camerounais, sa réaction devrait être beaucoup plus prompte. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a même eu des chefs d'État qui lui ont déjà présenté à lui des condoléances avant que lui n'en présente au peuple camerounais. Je crois certainement qu'il y a eu une déficience dans son système de communication et que les gens n'ont pas fait preuve de célérité. Peut-être qu'il cherchait encore à mieux comprendre ou que simplement il en était complètement abattu et dépité ou qu'il y ait forcément quelques facteurs déterminants, disons, de cette inertie ou de ce retard à pouvoir réagir et dont nous ne mesurons pas les paramètres. Toutefois, je crois que, comme n'importe quel autre Camerounais, et surtout du niveau où il est exerçant le pouvoir de l'État, il devrait forcément en être touché plus que quiconque au monde. Maître Léon, là... Je comprends, oui, pardon. Oui. Vous voulez ma réaction là-dessus? Le débat qui se fait actuellement au Cameroun, c'est que le chef de l'État n'est pas du tout prompt à réagir et que cela serait la preuve qu'il ne partage pas forcément les difficultés dont souffre son peuple. J'allais réagir de la même manière. Bon, je n'ai pas les précautions oratoires de mon ami MHFA, mais on ne peut pas être prompt à la réaction lorsqu'on ne vit pas dans le pays. Et ce n'est qu'un secret de polichinelle pour les Camerounais. C'est un peu fort, maître. Non, le président camerounais, depuis de nombreuses années, passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Ça, c'est connu de tous, officiellement, pour raison de santé. Voilà, donc il n'est pas dans le pays, et donc il n'est pas forcément informé des difficultés du pays. Cependant que les renseignements sur les fauteurs de troubles, les opposants, ceux qui ont des velléités de manifestation, de rébellion, eux, on a une information constante là-dessus. Donc, le retard dans la réaction résulte déjà de cette coupure avec le pays.
Ensuite, quelles informations doivent être coordonnées? C'est vrai, et là je vais un peu abonder dans le sens des Mitchefa. Si le ministre des Transports, qui était supposé être dans le pays, commence par démentir cette information, j'imagine bien le compte-rendu qui a pu être fait au chef de l'État. Donc, cet exemple, ce drame, malheureusement, est l'illustration parfaite de ce que les autorités du Cameroun, et en particulier le chef de l'État camerounais, est déconnecté des difficultés qu'il y a dans son pays. Ceci étant, je pense qu'après tout, c'est aussi un être humain et qu'il ne peut rester insensible à ce drame dont il mesure l'impact sur le questionnement supplémentaire sur sa gestion du pouvoir. Et donc forcément, il y a eu le geste juste. Moi, je pense qu'un gros effort a déjà été fait, puisque le président a décidé de rentrer dès dimanche. Le drame est survenu vendredi, on a laissé passer quand même samedi, mais dimanche, il était là. Et nous avons vu le communiqué qui est excellent à tout point de vue. Alors, suivant quelques rescapés et aussi quelques Camerounais qui se sont prononcés sur ce drame, dont le bilan ne cesse de grimper. Les recruteurs avaient un véhicule. Ils avaient un véhicule. Évidemment, nous passons des moments très très difficiles. C'est les épreuves qui sont arrivées à Iseka et c'est très compliqué. On ne doit pas être si alarmiste parce que c'est pas uniquement pour le Cameroun, ça arrive sur d'autres cieux. C'est un accident, prenons ça comme un accident. Nous qui étions dans le train, on savait qu'on allait cracher, quel que soit le cas, puisque vous voyez comment vous commencez à aller à une vitesse vertigineuse, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et finalement, donc, à quelques 500 mètres de la gare des Eka, les 4 derniers wagons se sont désolidarisés de tout le train. Et donc, c'est allé tomber dans un ravin. Et là, c'est l'hécatombe. Non, je crois que les Camerounais, pour la plupart, au regard de ce que nous avons vu, ont exprimé leur désarroi. Et au-delà, c'est que en Afrique, nous faisons très peu de prospective. Il faut faire de la prospective parce que ces engins nous ont été concédés par le colonisateur et depuis, on ne prend aucune disposition, non seulement pour les maintenir, mais également pour les remplacer parce que c'est pas à vie, c'est pas à vie. Et ça, nous l'oublions assez souvent. Maître Alain Rolla, aujourd'hui, on est en train de se demander les causes de cet accident-là. La première réaction du président, elle a quand même fait 48 heures avant d'arriver, après sa venue au Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour essayer de voir clair dans ce dossier selon vous? Le président a eu les mots justes, c'est de mener des investigations, comme à chaque incident, à chaque accident. Parce que, bon, tout dépend aussi de ce qu'on appelle accident. Lorsque il y a le fait incontestable de l'homme dans ce drame, je ne vois pas quelles investigations il y a encore à mener, à moins de situer les responsabilités et de voir les clauses d'assurance, à supposer que tout soit assuré. Ça, c'est le réflexe du juriste, de l'avocat. Et aucun expert ne viendra nous dire que la première cause, ce n'est pas la surcharge, c'est-à-dire non seulement de la locomotive qui est habituée, il faut voir le cahier des charges, à tracter 9 wagons, qui se retrouvent maintenant avec 17 wagons. Ça, c'est évident que c'est une des causes premières, donc le fait de l'homme. Nul ne nous dira que malgré ces 17 wagons, il y a une surcharge au niveau des voyageurs. Les rails, je suppose, je parie, qui sont défectueux et qui ne sont plus du tout aux normes. Les mesures de contrôle habituellement prévues par les cahiers de charges ne sont pas suivies. Donc, il faudra que des experts indépendants soient dépêchés pour analyser chacune de ces causes et que les responsabilités soient réellement et clairement établies. Je ne parle pas forcément des responsabilités politiques qui existent, qui sont incontestables, mais au moins des responsabilités techniques et des responsabilités de gestion. Parce que c'est quand même des hommes qui ont envoyé des centaines d'autres à l'abattoir et ça ne peut pas rester impuni.
Mtchefa Kamraï a décidé de rajouter ces wagons-là pour régler le problème de bouchons qui se posait. Ça a été la première réaction à travers le communiqué. Cette option ne devait pas être celle de Kamraï. Mais je crois que ceux qui travaillent dans les chemins de fer savent très bien, ils sont des experts. Soit ils devraient avoir plusieurs autres engins pour que sur le trajet, habituellement s'il y a un seul voyage, qu'il y en ait 2 ou 3 en fonction du nombre de passagers. Écoutez, si vous avez un véhicule de 5 places, vous ne pouvez pas l'élargir à volonté, ce n'est pas extensible à volonté. Vous ne pouvez que soit avoir un autre véhicule parce que vous avez beaucoup de passagers, vous en sollicitez un autre, ou alors le seul dont vous disposez doit pouvoir faire plusieurs tours si vous prenez un certain nombre de dispositions. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne faut pas penser que parce qu'il s'agit d'un train, bon, on peut toujours augmenter un wagon, on peut toujours en ajouter lorsqu'il y a plus de monde, et puis certainement, ils ont une clientèle réduite, parce que de plus en plus en Afrique, les gens ont perdu l'habitude du train, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus long, avec beaucoup de gares et de stations, où il faut attendre, amener des gens à satisfaire des besoins. Donc, les gens préfèrent dernièrement beaucoup plus les avions, les bus et les voitures pour voyager. Alors, ils n'étaient donc pas habitués à gérer un nombre aussi important de clients. Alors, dans cette gestion où ils ont été débordés, rapidement, ils ont improvisé. Et ils sont allés choisir l'option la plus facile, mais qui est en même temps la plus périlleuse, à savoir augmenter des wagons. Autrement dit, s'il y avait plus de clients, certainement on aurait une quarantaine de wagons. Pour que la seule tête que nous connaissons, qui n'est même pas une tête de locomotive de marchandises, mais plutôt une tête de locomotive pour conduire des êtres humains, puisse tirer tout ça là à la fois et en même temps. Je crois que c'est trop posé, c'est parfois même, je dirais même que c'est inhumain et insensible, et que même des amateurs auraient un niveau au-dessus de celui que nous avons vu et qui est forcément à l'origine de ce drame séculaire. Alors, Maître Alain Ronla, le ministre des Transports s'est défendu. Il dit que ce n'est pas le ministre qui prend la décision, mais que lui n'a donné qu'une orientation générale et qu'il a, quoi qu'on dise, entre guillemets, validé cette option de la société Kamraï. C'est l'attitude habituelle de nos autorités. Quand on est responsable, on répond, même si on n'a pas commis de faute. Parce que c'est facile de s'attribuer des succès et de se cacher lorsqu'il y a un drame. Il est établi que c'est sous son ministère et sous sa responsabilité qu'il y a eu une faute patente, évidente, inexcusable. Pas besoin d'être expert pour dire qu'une locomotive qui tracte habituellement 8 wagons, 9 wagons, lorsqu'elle devra en tracter 17, les risques sont évidents. Le péril est évident. La preuve, c'est que c'est avéré. Dans les pays qui ont une tradition de train et de locomotive, même si les transports étaient bloqués partout ailleurs, les avions ne circulent pas, les taxis ne fonctionnent pas, les bus ne fonctionnent pas, jamais on ne transgresserait impunément les normes de sécurité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ainsi qu'on peut surcharger un aéronef. C'est ainsi que lorsque un aéronef est à terre et qu'il y a un bruit suspect, une compagnie qui se respecte, parce qu'il y a la vie de centaines de gens en jeu, on s'arrange, on retarde le vol pour resserrer les boulons, mais les nôtres, ils font voler ce danger. Et c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions vigoureuses, énergiques, contre ce laisser-aller que ça se répète. Je crois que, bien que nous soyons des pays sous-développés et dirigés par des gens qui ne songent pas au développement, je crois que la démocratie recommande aussi la sanction des fautes professionnelles. Et ces fautes sont inexcusables parce que le dommage est avéré. 70 morts pour l'instant et le bilan risque de s'alourdir. 79. On en est déjà à 79. Officiellement. Plus de 600 blessés, dont beaucoup très très graves et dont le pronostic vital est engagé. Je crois qu'il n'y a pas
de transactions possibles, il n'y a pas de complaisance possible, il n'y a pas de fausses excuses ni de dédouanement. Le ministre des Transports, si c'était un homme, aurait dû rendre le tablier en attendant de répondre sur un autre plan. Et il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en cause, à commencer par la rupture du pont entre Yaoundé et Douala, qui est de sa responsabilité. Un pont qui a cédé, alors que c'est l'axe principal, ou l'un des axes principaux qui relie, le seul d'ailleurs, qui relie les deux villes, les deux grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala, et qui dessert toute l'Afrique centrale. Le pont a cédé depuis plus d'une semaine ou 3-4 jours. On ne s'en préoccupe pas, ce qui fait que le train est devenu le seul passage. Voyez-vous, sa responsabilité est évidente et inéluctable. Mais j'avoue que la déclaration du ministre m'étonne. Ce matin, j'ai appelé un expert camerounais avant de venir ici. Il a pris la peine de m'expliquer tout ce qu'il faut prendre comme précaution et comme démarche administrative avant qu'un train ne démarre. C'est-à-dire que les gens, en principe, sont appelés à réserver. Et on connaît au total le nombre de passagers qui doivent être embarqués. Et tout cela est écrit dans une fiche bien remplie avec précision. Minimum 3 heures. Et la dite fiche est déposée par des circuits qui remontent jusqu'au ministre. Et c'est lorsqu'il donne son aval que le train décolle. Et partout au monde, ça s'est passé comme ça. C'est exactement comme un Airbus. Le train, le bateau, l'avion, ces grands moyens de transport, c'est pas comme votre véhicule, vous démarrez quand vous êtes prêt et vous partez. Ici, ce sont de grands transports où vous avez des milliers de vies humaines en jeu. Le ministre saurait donc se soustraire à sa responsabilité. Il ne peut pas. Non, je vous en prie, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je crois qu'il est en train de plaisanter. Je crois. Alors, pour certaines familles de victimes, Maître Alain Oronla, la société Camraï n'est pas à la hauteur du drame. Certains décrient déjà le fait qu'il n'y ait pas de cellule d'encadrement, pas de manifeste de passagers ou de liste de victimes consultables. Il y a toute une cacophonie aujourd'hui que des familles de victimes sont déjà en train de décrier sur ce chantier-là. Je pense que cela résulte de l'excès. À partir du moment où le drame est arrivé, le drame est survenu, ce qui est attendu de Camraï est prématuré. Je pense qu'il y a panique à bord et ça va dans tous les sens. Sinon, l'attitude globale que je retrouve chez Camraï est une attitude aux normes. Je veux dire, on a pris conscience du drame, on fait ce que l'on peut pour déjà faire admettre les blessés à l'hôpital. Un numéro vert a été... Un numéro vert, prendre des mesures pour que ces blessés soient soignés, sans qu'on ne leur exige, comme dans la plupart des hôpitaux africains, de payer au préalable, l'État prend en charge, etc. Je crois qu'il y a respect de la gestion, des normes de gestion d'une crise. Donc, les victimes, c'est normal, elles sont éplorées, elles pleurent, elles veulent avoir des informations, c'est un peu tôt. En revanche, là où il ne faudrait pas les louper, parce qu'il y a un dommage, il y a un drame, c'est dans la recherche de toutes les normes de sécurité qui n'ont pas été observées. Et je crois que là, il faut frapper pour que ça ne se reproduise pas. Il y a trop de vies humaines perdues par fantaisie, par refus d'observer les normes de sécurité. Il s'agit de transport en commun, transport de masse. Donc quand il y a un petit sinistre, vous avez vu, quand 2-4 wagons se détachent et vont se jeter dans un ravin, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous y faire? C'est pour ça que toutes les normes de sécurité doivent être prises en compte avant d'engager ces différentes vies humaines, et c'est là-dessus qu'il faut être rigoureux dans l'application de la loi. Mais Kefa, rapidement, la société a quand même rappelé qu'il y a quand même des cellules de crise qui ont été installées, notamment une à Douala et l'autre à Yaoundé, pour permettre de faire la jonction par rapport à tout ce qui se passe. Et une autre cellule à Déa. Oui, ça ne ramène pas les morts. Il y a une interrogation profonde qui doit subsister. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission, Camraï est une filiale du groupe Bolloré. Ce qui s'est passé là, est-ce que Bolloré peut faire ça en France? Est-ce que c'est faisable? La SNCF, c'est comme ça que la SNCF fonctionne?
Est-ce que c'est possible de surcharger d'un seul passager en France? Est-ce que c'est possible qu'un train démarre en gare en France sans qu'on ne sache avec précision le nombre de passagers à bord? Je vous ai dit, c'est exactement comme un avion. Il n'y a aucune différence. La seule est que l'un est sur la terre et l'autre est dans les airs. Donc, en principe, on connaît le nombre de passagers, nom, prénom, profession de chacun, là où il va, et a priori, quand est-ce qu'il reviendra. C'est exactement comme un avion. Pourquoi maintenant ici on ne connaît plus les passagers? Il faut connaître tout ça. Et ensuite, il y a un papier à remplir avant de se mettre à bord. Mais rien de tout ça n'est fait parce que nous sommes en Afrique. Tout peut être fait, tout est permis, il n'y a pas de punition. MTFA, vos questions sont pertinentes. Fin de la première partie de ce débat. Déjà, d'abord le flash et ensuite l'actualité au Burkina, marquée par une nouvelle tentative de putsch déjouée selon les autorités. En Afrique du Sud, un haut responsable du parti au pouvoir a lancé un appel ce dimanche à la démission de la direction du parti, notamment du président Jacob Zuma, à la suite de querelles à propos d'accusations contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Principale personnalité chargée de la discipline de vote de l'ANC au Parlement, Jackson Tombou explique que les mauvais résultats du parti aux dernières élections, son fractionnement, sont à l'origine de sa décision. Un djihadiste présumé qui tentait avec des complices de recruter des jeunes à Kiloui, une banlieue de Ouagadougou, pour les former dans le nord du Burkina ou à l'extérieur du pays, a été abattu dans la nuit de samedi à dimanche, selon la police. Le djihadiste présumé était à bord d'un véhicule immatriculé au Burkina avec 3 autres personnes qui ont pris la fuite et sont recherchées. Les militants djihadistes somaliens Shebab ont annoncé dimanche avoir investi la ville d'Algan dans le centre de la Somalie après le départ des troupes éthiopiennes de la force de l'Union africaine en Somalie, à Missom. Le contingent éthiopien d'Algan avait été attaqué en juin par les Shebab ralliés à Al-Qaïda. Selon des sources locales, les combats auraient fait de nombreuses victimes dans les 2 camps. Burkina Faso, putsch manqué, l'ex-régiment de sécurité présidentielle, toujours une menace. Le débat s'installe juste après l'intermède. « 19 militaires, dont la plupart issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'ex-garde prétorienne de Blaise Compaoré ont été arrêtés. Maître Ronla, votre réaction suite à la communication du ministre de l'Intérieur burkinabé? Le ministre de l'Intérieur a présenté des faits avérés, non démentis par qui que ce soit, plausibles, puisque ces éléments ne sont pas tous rentrés dans l'ordre et ont forcément, à défaut d'avoir une revanche à tenir, ont forcément un certain appétit de vengeance, de revanche et de se faire remarquer. Donc les faits présentés sont plausibles, sont logiques, sont cohérents. Maintenant, quelle exploitation veut-on en faire? Y a-t-il vraiment peur sur la ville, peur sur le Burkina Faso? Est-ce qu'on indexe à dessein, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir? Parce que je sais qu'il y a un autre Burkinabé réfugié honteusement dans son 2e pays, sa seconde patrie, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que c'est parce que le régime serait en perte de vitesse et n'arrive pas à faire face à la contestation qui gronde et à l'insécurité grandissante que ce régime a besoin de communiquer? Moi, je crois qu'il faut accorder et présumer le régime de bonne foi, de constater qu'il y a encore des éléments troublants et indisciplinés qui circulent encore dans la ville, qu'on les interpelle, qu'on les intercepte et qu'on rende compte. Restons dans cet exercice et accordons au gouvernement burkinabé un minimum de bonne foi. Alors, MTFA, un régiment dissous et amputé de ses chefs, soit en exil, on en a parlé, comme le général Zida, ou en prison, comme le général Gilbert Diendéré, est-ce que ce régiment-là peut-il être encore dangereux? Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Je crois qu'en termes de sécurité, aucun paramètre n'est à négliger. Surtout qu'ici, nous avons affaire à des acteurs internes qui ont une maîtrise parfaite du système pour avoir été au pouvoir pendant 27 ans. Et puis, dans cette tentative de putsch ou de putsch manqué, vous avez vu les noms cités.
Il y a premièrement l'adjudant-chef. Il y a un certain nombre de civils, mais beaucoup plus de sous-officiers et des soldats de classe, tous ayant appartenu au régiment que vous connaissez, régiment de sécurité, et même des gardes rapprochés, anciens gardes rapprochés du président Blaise Compaoré. Alors, à partir de ce moment, on peut se dire que le ministre Simon Compaoré ne plaisantera pas avec une situation comme celle-là et qu'il n'était pas seul. Il était entouré lors de cette conférence de presse du 21 octobre des hauts gradés de la police, de la gendarmerie et du chef d'état-major des armées. Alors, je crois que lorsque toutes ces personnes sortent, c'est que forcément, il y a quelque chose de sérieux. Ont-ils exagéré? Je ne saurais le dire. Ben, je sais que ce qui est avéré, c'est qu'il y a eu une situation, déjà à partir d'une altercation avec 4 individus qui n'ont pas été réellement identifiés, et que lors de leur transport aux brigades territoriales de Pau, ils n'ont pas voulu se soumettre et que 2 ont été obligés de passer de via trépas en discutant avec les gendarmes leurs armes et qu'un gendarme a reçu une balle dans l'abdomen. Alors, quand on lit tous ces faits, je crois que logiquement, ils doivent faire transparaître un message qui est donc à l'origine de cette sortie-là. Alors, une trentaine de militaires, Maître Alain Oula, c'est suffisant pour tenter de renverser le régime actuel, selon vous? On n'est pas parti de 30, on est parti d'une petite escouade. Et puis, il y a eu des auditions, il y a eu des bavardages pour qu'on remonte à une trentaine. Et donc, forcément, il y en a plein qui sont tapis dans l'ombre. Donc, 30, ce n'est pas négligeable. Même à 10, on peut s'emparer de la présidence, on peut s'emparer des sièges des institutions et renverser la tendance. Je suis certain qu'il y en a plus que 30 et que des soldats, on peut en recruter. La coopération a été renforcée. L'axe Ouaga-Abidjan ou Yamoussoukro fonctionne dans tous les sens. Fonctionne par voie aérienne et par voie souterraine. Et lorsque on retrouve sur les individus interceptés des cartes d'identité ivoiriennes, qu'on le dit dans une conférence de presse, suivez mon regard. Donc ce n'est pas une menace à négliger et le ministre de l'Intérieur et le gouvernement du Faso auraient péché à ne pas prendre cette affaire au sérieux et à mener les investigations, y compris au niveau des renseignements, pour prévenir tous les revanchards tapis dans l'ombre et qui figurent peut-être parmi les officiers qui font semblant de faire allégeance, mais je n'accuse personne. Une chose est certaine, le président réfugié du Faso n'est pas venu à la tête du Burkina par élection, il a fait un coup d'État qui a bu boira. Donc il vaut mieux observer rigoureusement ce principe de précaution pour que la démocratie réamorcée au Burkina Faso ne souffre pas de ces aléas de l'histoire qui se répètent bien souvent. Du rififi donc entre les relations entre Ouagadougou et Abidjan, Yamoussoukro? On ne saura le dire tout de suite. On ne saura le dire du peur de se précipiter pour tomber en erreur. Cependant, c'est une piste de réflexion dont il faut tenir compte. Il faut également tenir compte du fait que le Burkina Faso a l'habitude des coups d'État. C'est-à-dire que de 66 à aujourd'hui, 66 où Maurice Yameogo a été déposé par Sangoulé Lamizana, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 coups d'État. Alors on peut dire que c'est un pays qui a l'habitude des coups d'État. Alors, lorsque vous avez ces informations, ces faits qui sont facilement liables, je crois qu'aucun axe et aucune piste ne serait à négliger. Alors, messieurs, le ministre a également communiqué sur un djihadiste présumé qui a été abattu dans une banlieue de la capitale du Burkina Faso. Nous allons suivre un extrait de ses propos. C'est Simon Compaoré, ministre d'État burkinabé de la sécurité, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et de la sécurité et de la décentralisation notamment. Suivons un extrait de ses propos. Oui, la sécurité. Les recruteurs avaient un véhicule. Ils avaient un véhicule
et ils se sont enfuis avec le véhicule. Dieu merci, avec la perspicacité des forces de sécurité, le véhicule a été retrouvé et dans une maison tout à l'heure. Et nos amis militaires vont également faire l'opération de déminage parce qu'on n'en sait jamais et permettre également à ce qu'on puisse procéder à une fouille minutieuse de ce véhicule-là. Bon, quelques éléments également ont été appréhendés. Ceux qui doivent être entendus le seront. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse. Et la justice est en train de faire son travail, la police scientifique également son travail et la population est en train de collaborer efficacement. Nous avons neutralisé ce qui aurait pu faire couler le sang dans notre pays. À travers là, le Burkina Faso doit-il craindre la menace djihadiste encore plus que davantage? Bien sûr, puisque cette menace plane sur tous les pays. Cette menace est mondiale, elle est universelle, elle est déjà aux portes du Burkina, elle a frappé au Burkina, me semble-t-il. Déjà. Donc, c'est tout à fait normal que nous soyons vigilants, je ne dirais pas sur les dents, et il n'y a pas de répit possible à accorder à ces électrons libres, dangereux et qui font des victimes à tout vent, qui sèment des victimes à tout vent. Donc je pense que c'est une menace prise au sérieux et qui doit être prise au sérieux. Je dis chapeau bas pour les autorités de Ouaga. Alors, M. Tchefa, d'aucuns estiment qu'actuellement, le pouvoir est en train de faire de la surcommunication, en griffe, de communiquer pour essayer de masquer les besoins de l'heure du Burkina. Je ne crois pas. Sur cette situation relative aux djihadistes, je ne crois pas. Écoutez, il faut bien connaître les paramètres, mesurer les domaines pour pouvoir bien intervenir. En fait, le Sahara, c'est le désert d'Afrique et c'est 5 pays, puisque ce désert se retrouve dans 5 pays, l'Algérie, la Libye, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et c'est ce désert que les djihadistes utilisent pour faire leurs opérations. Si vous n'êtes pas un Fennec, vous ne pouvez pas être habile dans un désert, à moins d'être un chameau ou un dromadaire. Alors, puisque eux, ils sont nés là, alors ils ont plus d'aptitude que quiconque. Si le Burkina Faso fait partie donc de ces 5 pays du Sahara, au même titre que les autres, il est concerné. Et nous savons que depuis le départ du colonel Kadhafi, et que les armes qu'il avait entretenues aujourd'hui sont au dehors, et plus personne n'arrive plus à maîtriser et commander les forces qu'ils utilisaient, le risque s'est augmenté de 25%. À cela, il faut ajouter le fait que le président Compaoré était celui qui était le répondant numéro 1, négociateur que la communauté internationale, les États-Unis utilisaient pour essayer de voir un peu clair, disons les choses telles qu'elles sont, pour négocier avec ces djihadistes, puisque eux, ils prétendent ne pas négocier. Mais ils ont quelqu'un qui fait un travail pour eux. C'est le président Compaoré qui faisait ce travail-là. Alors, depuis qu'il est parti, personne n'a encore réussi à chausser cette pointure-là. Quand vous réunissez tous ces faits, vous comprendrez donc que le Burkina Faso est beaucoup plus menacé que n'importe quel autre pays parmi les 5 que je viens de vous citer, et que la menace visiblement est à leur porte. C'est une réalité. Quoi faire alors pour résoudre ce type de problème, Maître Onla? Soit trouver quelqu'un pour remplacer le président Compaoré dans tous les attributs qu'il a occupés, soit manifester une certaine vigilance et une certaine fermeté pour maintenir hors des frontières du Burkina Faso, dans le Sahara qu'ils connaissent si bien et si bien décrit par mon ami M. Tchefa, les contenir là-bas pour que la menace ne rentre pas. La solution la plus sûre pour lutter contre le djihadisme, ce sont les renseignements. Il n'y a pas de... C'est la solution la plus efficace. Parce que pour que les djihadistes frappent, c'est qu'ils sont déjà dans la société. Et puisqu'ils sont dans la société, ils sont invisibles, ils arrivent à frapper sérieusement. Lorsque vous développez un système de renseignement très efficace, vous savez où et quand ils peuvent frapper. Et lorsque vous vous préparez, vous anticipez sur tous les coups. Alors, tant que cela ne sera pas fait, ce serait difficile. Et qui parle de renseignement parle de beaucoup d'argent. Parce que celui qui viendra vous dire un djihadiste veut frapper, c'est qu'a priori, lui-même est djihadiste.
Et pour qu'il vienne vous dire ça, ça veut dire qu'il a rompu son serment parce qu'il subit toute une initiation là-bas. Et il y a plusieurs degrés. Il ne suffit pas d'être un djihadiste pour savoir qui est le chef, où il habite, ou le voir. Donc, je crois qu'il faut déployer les moyens nécessaires pour avoir les renseignements nécessaires pour pouvoir être en paix et en sécurité. Merci beaucoup, Aimé Tchefa. Je rappelle que vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Vous étiez sur ce plateau, il était également sur ce plateau Maître Alain Orula, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Ce sera tout pour cette émission. Déjà, merci de nous avoir suivis dans le suite des programmes sur SICA.